le placenta vient après l'accouchement. Il y a suffisamment de place pour le dossier obstétrical pour écrire les observations normalement sur l'aspect du placenta. Seulement, il y a beaucoup de choses simples qu'on a perdues dans nos pratiques. Ça coûterait, je vous ai dit au tout début que macroscopiquement examiner un placenta, c'est 1 minute. C'est 1 minute. Et c'est précieux parce que ça peut renseigner sur des choses extraordinaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, je tiens d'abord à vous remercier pour cette excellente présentation. Ma question concerne la relation entre, lorsque vous avez parlé du cordon ombilical œdémateux et la détresse respiratoire sévère. C'est une explication physiopathologique. En fait, l'explication qui est donnée, c'est le lien qui existe entre un cordon épais ou gélatineux et certaines pathologies telles que le diabète maternel, telles qu'un hydramniosmème de cause indéterminée. Et ceci est lié à une prévalence plus élevée de DRT, mais ça peut se voir sans qu'il y ait ces pathologies. Donc là, on ne comprend pas vraiment. Mais ça a été observé même en dehors de certaines situations pathologiques. Mais on ne comprend pas pourquoi. Pendant la salle d'accouchement, les femmes demandent de plus en plus de mettre le placenta sur leur peau, sur le visage. Est-ce qu'il y a vraiment un rôle thérapeutique pour la peau? Alors, vous savez que le placenta est une source importante pour la cosmétique. Donc, en fait, certainement, les mamans ont entendu parler de ça, c'est pour ça qu'ils demandent ces pratiques. Maintenant, si on parle du placenta tel qu'organe, il est d'une richesse extraordinaire. Il est riche en nutriments, il est riche en hormones de croissance, il est d'une richesse extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est utilisé pour la cosmétique, pour le rajeunissement de la peau. Il est riche en cellules souches, parce qu'ils sont toutes proches. Donc il est actuellement exploité par les laboratoires. Il le mange même aux États-Unis. Soit frais ou asséché. Il est très exploité. Il est extrêmement exploité. Mais pas en conventionnel. J'ai juste plutôt un commentaire pour rebondir à la question gynéco concernant les pathologistes. Je pense qu'il faut en tant que gynécologue, il faut sensibiliser les collègues, les pathologistes, parce que les pathologistes, ils ont des compétences comme les biologistes, des compétences générales en matière de pathologie, mais ils ont des affinités. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'affinité ou qui n'a pas dans sa pratique quotidienne le fait d'examiner macroscopiquement et microscopiquement un placenta, il ne va pas vous faire une étude du placenta. D'autant plus que le placenta est en cambrant lorsqu'on l'envoie. Il faut l'envoyer dans un seau, parce que c'est gros, avec du formol. Il faut avoir du formol, suffisamment de formol, pour qu'il soit bien imbibé. Je pense que c'est à vous de sensibiliser autour de vous. Et lequel des anatomopathologistes qui va travailler avec la si on n'a pas des compétences, on va le faire. Parce que nous, biologistes, on est plus en compétence. Je travaille avec les pathologistes, par exemple, là-bas. Il y a des gens qui vous disent plein beaucoup plus performants, pertinents en matière de neurologie, en matière de physique, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, il faut essayer de créer des raisons. Quelqu'un qui n'a pas de compétences en la matière, si vous lui envoyez un placenta, bien sûr, le renseignement clinique, c'est fondamental. Ça permet d'orienter, ça permet de savoir qui ce qu'il faut chercher au juste. Voilà, c'est juste parce que votre question, j'allais la poser, elle est très pertinente. Et d'ailleurs, l'adage dit qu'on ne sait faire que ce qu'on fait tous les jours. Donc, quelqu'un qui regarde les placentas aujourd'hui, demain, après-demain, il va devenir expert. Donc, mais l'information clinique, ça vraiment, on ne peut pas insister assez. Même si on demanderait une CRP, il faut dire pourquoi on la demande. Parce que c'est malheureusement, on reçoit toujours des demandes d'examen sans orientation clinique. Lorsqu'on trouve des perturbations majeures, c'est nous qui téléphonons vers les cliniciens. Il faut toujours garder
la communication, parce que, comme a dit un grand professeur d'hématologie, vous le connaissez tous, le professeur Sanama, qui est d'origine marocaine, juif marocain, il a dit qu'un jour, dans un congrès à Casa, c'est lui qui dissocie entre la clinique et la biologie, ou entre la biologie et la clinique, n'a rien compris, ni à la biologie, ni à la clinique. Donc la biologie est indissociable de la clinique. On ne traite pas un examen complémentaire, un bilan biologique, on traite un malade. Donc la biologie doit courir le malade. Ça, c'est un biologie qui vous le dit. Voilà. Excusez-moi, puisque je vous remercie, madame, pour la qualité de votre exposé. Vous nous avez toujours habitués à de la qualité. C'est ce que j'allais proposer. Parce que là, c'est un thème qui est intéressant. Je voulais dire que c'est un thème qui est intéressant. Il y a les pédiatres, il y a les gynécologues, mais on aurait aimé avoir les anatomopathologistes avec nous, les biologistes et les radiologues. Et je voulais dire aussi qu'il fallait avoir aussi à l'exposé des gynécologues, vous montrer leur expérience durant la grossesse et notre souffrance avec un bébé qui ne bouge pas ou un placenta qui nous paraît suspect. Qu'est-ce qu'on fait? On l'extrait pas. Comment expliquer aux parents? Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Alors, ce que je propose, c'est une réunion multidisciplinaire où il y aura les